Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Patajoie. Je suis hyper heureuse de refaire un épisode. Cette intro va être un petit peu longue parce que je vais vous expliquer un petit peu où ça en est le podcast. Mais de toute façon il est sur YouTube et je vais mettre les chapitres. Donc si vous voulez sauter, vous embêtez pas et je vous laisse direct avec Maëlle et moi. Mais quand même, je vais vous expliquer. Donc le podcast que je faisais avec Maxime, on faisait des interviews. On l'a arrêté avec le Covid, quand ça a démarré, quand ça a commencé à flamber, qu'il y a eu les confinements. On n'a plus fait d'épisodes. Moi, entre-temps, j'avais quand même partagé quelques interviews longues que j'avais montées en vidéo, et je trouvais que c'était quand même intéressant de partager les vidéos les interviews non montées. Donc il y a eu quelques épisodes, mais globalement il n'y a plus de vrai enregistrement podcast, tout simplement à cause du déconfinement. Et puis après le reste a pris le pas, et bon voilà, on l'a pas continué. Donc moi cette année j'ai arrêté de payer l'abonnement de l'hébergeur. C'est pour ça que cet épisode n'est que sur YouTube, puisqu'en fait ça coûte de l'argent de diffuser sur toutes ces plateformes où c'était avant. Je sais pas où vous écoutiez, mais bon là du coup c'est que YouTube. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon j'en ferai moins, mais je me réserve quand même le droit d'en faire de temps en temps. Et c'est ce qui s'est passé donc avec Maëlle. Donc pour vous raconter, Maëlle c'est une amie de fac. On était ensemble à Lyon, on s'est rencontrés donc en 2016. On a toutes les deux fait une prépa littéraire, et donc on s'est retrouvés en L3 de fac d'allemand, LLCE. Et aujourd'hui, moi, je fais de la vidéo, je suis auto-entrepreneur et créatrice de contenu, slash youtubeuse, slash ce qu'on veut. Et elle est ouvrière agricole. Donc, comme quoi l'allemand mène à bien des chemins. Et cette année, j'ai fait un petit bout de vendange avec elle, vraiment un tout petit bout parce que je suis restée 2 jours et demi. Mais j'étais contente de découvrir un peu son univers. Et donc à cette occasion, elle m'avait dit quand tu viendras, j'aimerais bien qu'on s'enregistre. Je sais que tu as le matériel pour enregistrer les micros et tout. Et voilà, j'ai des trucs à raconter. Moi, je savais pas trop de quoi elle allait me parler, mais j'ai ramené mon matos et je savais pas forcément que ça allait être un épisode Cache Patajoie. On s'est enregistré, c'est comme ça, et il y a eu l'échange que vous allez découvrir. Et donc voilà, donc on était dans sa voiture aménagée. Enfin aménagée, il y a juste un lit quoi. Dans sa voiture, il pleuvait en fait, donc on n'a pas fait les vendanges cet après-midi-là. Donc on était toutes les deux et elle m'a raconté tout ça. Et à la base, c'est important de le savoir quand même, on s'est enregistré, mais c'était assez libre dans l'échange, et moi j'avais pas forcément en tête d'en faire un épisode Cache Patajoie, et donc c'était voilà, on a pu tout se dire et on a décidé toutes les deux de le publier. On était toutes les deux d'accord, enfin surtout elle, parce que moi évidemment ça me concerne moins, mais donc elle est d'accord pour publier parce que c'est important de parler de ces sujets-là, donc de troubles alimentaires, tout ça, troubles du comportement alimentaire plutôt. Et donc voilà, je vous le partage. Je sais que c'est pas forcément méga Cache Patajoie, vous le comprendrez en l'écoutant, mais même si c'est pas non plus on va pas se tirer une balle, mais la raison pour laquelle je le partage quand même sur cette page, c'est que déjà c'est mon média, et que en soi c'est pas grave, c'est juste une manière de communiquer, et voilà. Mais je trouve que c'est important de parler de ces sujets-là et de donner la parole et d'en parler comme ça aussi librement, et que même si on n'a pas forcément les réponses aux questions qu'on se pose, ou si on voilà, même si dans l'épisode il y a c'est pas comme d'habitude où on essaye de parler des choses qui vont bien, où on essaye de trouver des alternatives positives, c'est juste partager un vécu. Et de toute façon, c'est ça, Cache Patajoie, c'est de l'humain, donc je trouve que ça rentre. Voilà, vous me direz à la fin, si dans les commentaires, ce que vous en pensez, si ça a sa place ou pas. Puis surtout ce que vous avez retenu de l'épisode et de l'échange. Voilà, moi je suis hyper heureuse et hyper touchée de donner la parole à Maëlle, et
voilà, et de partager son histoire parce qu'elle est hyper touchante. Et je pense que le fait qu'on se connaissait déjà avant et qu'il y ait ce côté un peu décomplexé où on savait pas forcément ce que ça allait donner, ça a donné un échange hyper sincère et voilà, et moins calculé que ce que ça peut être d'habitude. Et voilà. Et pour info, à un moment, on parle de Valentin, c'est son copain. Je pense que vous l'aurez compris, mais c'est pas dit explicitement, donc je vous le dis direct. Voilà, Valentin, c'est son copain. Et sinon, il y a le chien aussi, la chienne, Neben. On en parle aussi un moment, mais vous comprendrez que c'est une chienne. Voilà, ça c'est pour les petites infos pratiques. Et sinon, je vous laisse avec cet épisode et je vous dis à bientôt parce que même s'il n'y a plus les canaux de diffusion traditionnels de podcast, YouTube en reste un et je pense qu'il y a quand même de quoi s'amuser ici. Eh bien voilà, je vous laisse avec Maëlle et dites-moi dans les commentaires. À la fin, elle nous dit le mot de la fin. Dites-moi si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous pouvez le mettre en commentaire et il m'a fait beaucoup rire. Et puis voilà, je vous laisse. Bisous. De quoi voulais-tu parler, Maëlle? Alice. T'es gênée? Alice. Est-ce que t'es gênée? Oui, je suis un peu gênée. On va parler de moi dans un micro. J'ai l'impression d'être à la radio. Presque. Presque. Sauf qu'il n'y a pas 10 000 personnes qui t'écoutent. Non, ça va, c'est tranquille. c'est cool. Ouais. On est nous deux. Je voulais parler du fait... Je crois que je voulais d'abord me parler de la période compliquée que j'ai eue avec la nourriture cet hiver et qui c'est pas nouveau en fait, ça a commencé quand j'étais en prépa et ça revient tous les ans ou par cycle quoi. Ça peut durer pas très longtemps comme quelques semaines comme pendant 6 mois. Et là cette année c'était particulièrement dur et quand je t'ai contactée, c'est que j'étais vraiment au bout du rouleau de ça, j'avais l'impression que je m'en sortirais jamais. Et j'avais besoin de laisser une trace de ça pour que je me rappelle et que je sache aussi que ça change. Et voilà. Et là, ça va mieux maintenant. Voilà. Ok. Et du coup, pour comprendre, ça a commencé comment? Ça a commencé comment? On peut remonter jusqu'en prépa. Alors, en prépa, je me souviens précisément d'un été qu'on a passé avec ma mère dans le sud de la France, juste pas longtemps après qu'elle se soit séparée d'avec mon père. Donc une séparation très difficile et tout, beaucoup de violence. Et on se retrouve avec ma mère et mes 2 petits frères dans un espèce de gîte au bord de la mer. Et je sais plus, elle nous raconte des trucs. Déjà, moi, j'avais pris du poids parce que la prépa, c'était se retrouver tout seul, se faire à manger tout seul. Donc, j'avais un peu abusé des kebabs, McDo et autres. Et ma mère, elle est très, très maigre. Et je passais ma vie à me comparer à elle, où je la trouvais très belle, très maigre, trop maigre, en fait. Et moi, trop grosse, trop tout ce que tu veux. Enfin... Puis avec... tous les clichés qu'on se met de ce à quoi on devrait ressembler. Et... Bref, j'étais déjà pas très bien dans mon corps. Et puis, ma mère a commencé à nous raconter que quand elle était jeune, ça lui était arrivé de se faire vomir pour maigrir. Et ça a déclenché un truc en moi où j'avais pas envie de me faire vomir. Mais c'est comme si elle m'avait apporté une solution tout de suite à mon mal-être. Que c'est comme ça qu'elle était devenue maigre et que... et en fait, très rapidement, j'ai commencé à vomir, en fait. Sans forcément le déclencher, sans forcément chercher à me faire vomir, mais j'arrivais plus à garder mes repas. Je sais pas, ça s'est déclenché un peu d'un coup. Et avec le stress de la prépa, ça a pas aidé. J'étais facilement submergée par tout le boulot qu'il y avait à faire, le train-train quotidien à côté, la cuisine, la lessive, l'appartement, les courses, les histoires amoureuses qui étaient un peu compliquées aussi, qui n'aident pas. Bref, je me retrouvais envahie par tout ça et du coup voilà, ça a commencé comme ça.
Et j'ai passé l'année de prépa, la 2e année de prépa, à vomir tout ce que je mangeais. Où au début, c'était un peu ah, trop bien, ça veut dire que je peux manger tout ce que je veux. De toute façon, je vais le vomir, je m'en fous. Donc j'ai dépensé énormément d'argent en courses, en restaurant, enfin à faire vraiment des crises de boulimie permanente, quoi, où chaque resto, je me resservais à balle et je savais que j'allais juste aller aux toilettes après et que ça allait sortir. C'était facile. Et puis au bout d'un moment, les aigreurs dans la gorge, l'œsophage qui brûle, les dents qui... Tu sens que c'est râpeux, c'est bizarre. Donc je me suis dit que c'était bien que ça se calme quand même. Donc j'ai essayé d'arrêter le truc en mangeant moins. Donc je mangeais des petits pots pour bébé, des yaourts. Et je vomissais quand même. Je mangeais des fois juste rien, juste une tisane. Et puis je vomissais ma tisane quand même. Et ça a duré toute l'année comme ça. Ça a même duré 2 ans en fait, non-stop. Et voilà. Et maintenant, enfin après, j'ai réussi à calmer le jeu. Je sais plus comment. Et là maintenant, ça revient un peu par cycle en fait. Cet hiver, c'est revenu après une grosse crise d'angoisse que j'ai faite. Où voilà, je suis retombée dans un truc de boulimie bien violent. Où vraiment c'était... manger pour me faire du mal, quoi, pour me purger d'un truc. Je sais pas, c'était un peu bizarre. Toujours sans mettre les doigts, sans me faire vomir, sans me forcer. Mais je sais que ça va sortir et je sais que c'est quelque chose que j'attends un peu, quoi. Que... C'est comme décharger tout le stress qu'on a à l'intérieur. Ça décharge d'une émotion, ça décharge de tout un surplus qu'on a à l'intérieur et qu'on n'arrive pas à vider. Je sais pas, enfin c'est... voilà. Ok. Ouais. Et est-ce qu'il y a... Donc il y a eu la période de la prépa, et donc il a fallu en sortir et tout. Et là, les moments où ça revient, est-ce que c'est lié à un truc extérieur que tu arrives à identifier ? Je sais pas si c'est quelque chose de précis. C'est à chaque fois un événement en particulier qui vient me bousculer un peu, qui vient me stresser. Là, cet hiver, c'est parce que Valentin a été une soirée que j'appréhendais un petit peu, en fait. Et enfin, même beaucoup. Et en fait, le fait qui m'ait laissée toute seule, j'étais avec personne, j'aurais dû aller voir des gens, en fait. J'étais toute seule à la maison, à tergiverser, à me faire tous les films possibles sur ce qui pouvait se passer à cette soirée, qui a duré d'ailleurs 2 jours. Donc pendant 2 jours, j'étais toute seule avec la possibilité d'aller acheter tout ce que je voulais comme bouffe, parce que j'avais accès à tout à Toissay, dans le petit village. Et bref, enfin voilà, c'est cet événement qui m'a stressée de ouf. Je me sentais pas très bien dans mon corps non plus. J'étais un peu submergée par mon travail où je bossais en boulangerie et du coup j'avais des horaires compliqués, j'étais fatiguée tout le temps. C'est un peu monté en... C'était un peu l'escalade de la fatigue, du stress, et là c'était le point culminant, c'était la goutte d'eau, et voilà. D'autres fois ça peut être... ça a pu se reproduire quand il fallait que je voie mon père, par exemple. Ça me fait... Ça me cause beaucoup... Ça me coûte beaucoup en force et en énergie de savoir que je vais le voir. Donc les moments où je vais vraiment bien, où je me sens vraiment à l'aise en moi-même et ancrée dans ce que je fais, ça va, ça peut bien se passer. Par contre, si je suis un petit peu trop fragile, je sais que quand je vais rentrer chez moi, ça va être la grosse crise et je vais pas être bien, quoi. Enfin, donc, je pense que c'est lié à ma gestion de tout ça. C'est en moi que ça se passe, que ça bouillonne, que ça monte, Et ça va être des événements extérieurs qui vont déclencher ça ponctuellement, enfin, à chaque fois, quoi. Est-ce que tu te trouves belle ? Non, je me trouve pas belle. Ouais. Oui. Okay.
Je pense qu'en fait, il y a des moments où ça va. Il y a des moments en été, quand je bosse dans les vignes, par exemple, ou même en agriculture en général. Ça m'a donné beaucoup confiance en moi de travailler dehors. Parce que je sens que je suis rouge, j'ai le visage qui chauffe. Parce que tu bosses en extérieur, c'est un travail physique, donc tu te muscles, tu bronzes. Moi, j'ai les cheveux qui blondissent un peu avec le soleil. Et je suis toujours avec mes fringues dégueulasses, pleines de terre, des t-shirts et des pantalons beaucoup trop grands pour moi. Et j'aime bien, je trouve que ça me donne une allure un peu badass. Et là, quand je suis comme ça, que je rentre du boulot et que je me regarde, je me dis ouais, ok, ça va, ça j'aime bien. J'aime bien ce que je vois. Mais c'est plus ce que je dégage parce que ça représente quelque chose que j'aime. Enfin, ça veut dire que je suis dans un boulot qui me plaît, dans un contexte qui me plaît, dans une énergie qui me va bien. Pour autant, ça reste un peu exceptionnel, quoi. C'est les quelques fois où je peux me dire que je me trouve un peu jolie, quoi. Ok. Et si on te le dit, ça changera rien? Non, pas trop, parce que je le sens dans les yeux des gens. Genre, mon amoureux Valentin, il est cool, hein, il me le dit qu'il me trouve belle. Et je le sens dans ses yeux qu'il est sincère. Mais je sais pas, ça sonne quand même un peu faux. Enfin, voilà. C'est bizarre. Ça sonne faux dans tes oreilles, mais pas dans sa bouche. Peut-être. Ouais, enfin, j'arrive pas à l'entendre en tout cas. Ok, bah je te le dis pas alors. Je le pense. Petit amour. T'es chou. Je l'ai même pas dit en plus. Ça se trouve, je te trouve horrible. Oui. Merci. Mais qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, qu'est-ce qui fait que ça va mieux quand ça va mieux? Qu'est-ce qui fait que ça va mieux quand ça va mieux? Qu'est-ce qui provoque Ouais, là tu dis que maintenant ça va mieux. Là, il y a eu un cycle cet hiver. Et comment ça se passe quand ça s'arrête? C'est toujours très progressif. Ouais, là, ça peut m'arriver encore en ce moment de vomir de temps en temps, alors que ça va vraiment mieux. Mais une soirée où je me tape une crise d'angoisse parce que j'ai très peur des drogues en général. Donc s'il y a une soirée où je pense, même si c'est juste une suspicion, si je pense qu'il peut y avoir quelque chose, des drogues dures qui tournent, je me tape une grosse crise d'angoisse où je m'enferme dans une pièce et tout. Et là, ça peut arriver du coup. Enfin, genre, il faut expulser quelque chose et ça peut arriver là. Alors que le reste du temps, ça va très bien. Donc, enfin, bref, je sais pas trop. Je pense que ça va mieux. Peut-être par rapport aussi juste au cycle de l'année. Enfin, je sais qu'en hiver, je vis moins bien les choses parce que c'est plus sombre, c'est plus gris. J'aime pas trop l'hiver. Il fait moche, il pleut comme aujourd'hui. On est le 20 septembre. Hein. Ouais, putain, oui, c'est vrai, on n'est plus en été. Ah bon? Si, encore un petit peu. Je crois 21 que si, hein. septembre. Bon, enfin bon, il est pas censé faire aussi moche, quoi. Non, c'est clair. Ouais, là, c'est pas dingue. mais ouais, en été, je sais que le soleil, la nature qui se réveille, enfin qui est déjà bien réveillée d'ailleurs, tout le fait qu'il y ait du vert de partout, des fruits, des fleurs, qu'il fasse chaud, ça me réveille aussi en fait. Je me sens bien, donc je suis très sensible au cycle des saisons, je constate. Du coup, ça m'accompagne un petit peu aussi dans ces cycles. Puis je pense qu'il y a d'autres choses qui entrent en jeu en fonction de comment je tire sur la corde ou pas. Là, cette année, j'ai pu prendre des vacances en été et c'était bien, quoi, de se poser un petit peu, bouger, voir de la famille, des amis, sans pression. Juste y aller, mettre les pieds sous la table, rendre service, filer des coups de main, je sais pas, se sentir utile, se sentir attendu et ça participe à, je sais pas, à la confiance en soi. Et, pour revenir sur les drogues, pourquoi t'as peur des drogues? T'as peur de toi d'en prendre ou des réactions des autres? Enfin, c'est quoi qui... Eh ben, un peu les deux. Je te remercie parce que personne me demande si j'ai peur de moi d'en prendre. Enfin, c'est déjà, avec Valentin, c'est une grosse question. On en parle beaucoup depuis qu'on est ensemble. On se dispute un peu là-dessus. Parce que
on n'a pas la même vision des choses. Lui, ça l'effraie pas du tout. Moi, j'ai peur. J'ai pas été dans des situations hardcore où les gens savent pas se gérer ou quoi, mais c'est quand même déjà arrivé de me retrouver face à des gens qui demandent à ceux qui n'en prennent pas de les gérer si ça tourne mal. En fait, non. Enfin, moi, j'en prends pas parce que, entre autres, j'ai pas envie de demander aux gens ce genre de choses et j'ai pas envie d'être responsable de. Si ça tourne mal, j'ai pas envie d'être responsable, quoi. J'ai l'impression je sais pas, j'ai l'impression que le comportement des gens change quand même pas mal, même si quand tu prends des trucs, tu t'en rends pas forcément compte. Mais bref, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu lamentable là-dedans. Moi, je sais pas, il y a des amis de la famille enfin, genre, il y a le papa d'une copine qui est mort quand elle avait 3-4 ans, parce que, bon, dans l'extrême, quoi, pas un consommateur occasionnel, mais qui dormait dehors et tout, enfin bref, un peu junkie vénère. Ma mère, avant de rencontrer mon père, elle était avec un gars qui avait des gros problèmes d'addiction et qui a préféré continuer de prendre des trucs plutôt que de rester avec elle. Et après ce mec, ma mère est tombée sur mon père. Enfin bref, l'histoire est pas très sympa non plus, mais du coup, voilà, j'ai un peu peur de ça par rapport à tout ça. Et j'ai peur de moi aussi, parce que je sais que quand ça va pas bien, j'ai tendance à avoir des comportements un peu autodestructeurs. Pas forcément ultra violents, mais je sais que c'est autodestructeur et du coup j'y vais, quoi. Je peux des trucs bêtes, hein, mais je vais me remettre à fumer ou je vais boire plus d'alcool toute seule ou le truc lié à la bouffe aussi, où je me perds un peu là-dedans. Et du coup, j'ai pas du tout envie d'avoir accès à ce genre de choses parce que je sais que moi, j'en aurais pas un usage récréatif du tout. Qu'au contraire, dans les moments où je sens que j'ai vraiment juste envie de disparaître, quoi, de plus être là parce que c'est trop dur, ce serait un échappatoire beaucoup trop malsain pour moi, en fait. Je pense que j'en aurais pas un bon usage. Du coup, voilà, j'ai pas envie de pouvoir y avoir accès, je veux pas y toucher. Et les gens comprennent pas ça. Et t'as peur de, s'il y a des drogues qui tournent en soirée, t'as peur de céder? Ouais, un petit peu, parce que je pense que je suis très influençable. Genre, surtout quand c'est en soirée, t'as un peu picolé, t'as envie de suivre le mouvement de groupe. Je sais pas, en général, c'est pas des trucs qui se prennent. Les gens sont un peu dans leur coin, quoi, mais ouais, j'ai un peu peur de céder à ça, justement. Il suffit que je sois dans une. Un peu chonchon, un peu pas bien ou quoi, et que je me dise, allez, nique, au pire, j'y vais et on verra bien. Ou alors qu'au contraire, je sois trop bourrée, que je prenne des trucs. Et j'aime quand même bien être maître de moi-même. Et quand je le suis plus, c'est que je suis pas bien. Et quand je suis pas bien, je peux faire des trucs un peu nuls comme ça. Ouais, j'ai peur de céder, ouais. Ok, je vois. Et j'ai une autre question. Parce que du coup, je trouve ça assez cool de pouvoir en parler avec toi parce que tu as pas mal de recul. Et dans les jeunes que j'ai au scout, il y en a 2 qui sont anorexiques. Okay. Une qui, pendant le camp, a rien bouffé quasiment. Oh, merde. Une tomate par jour, quoi. Elle était hyper molle et tout. Et une qui se faisait vomir. Donc elle se faisait vomir intentionnellement. Et en tant qu'accompagnant, on n'est pas des professionnels, tu vois, et on sait pas trop quoi faire. Et du coup, la question que j'ai, c'est qu'est-ce que toi, il te faudrait, qu'est-ce qui te manque pour arriver à t'aimer comme tu es et à faire en sorte que tu veuilles ton bien? Ouh là là. Est-ce que tu sais? Enfin, non, mais est-ce que tu sais? Je pense que je sais pas. Ok. Je pense que j'ai besoin qu'on fasse attention à moi, que j'ai pas envie de réclamer ça, mais j'ai envie que ce soit naturel de la part des gens autour de moi. Et c'est peut-être quelque chose qui est un peu absent du coup dans les moments où ça se déclenche. Donc est-ce que, je sais pas, ça fait un peu caprice du coup, mais il y a un petit peu de ça. Après, pour... qu'est-ce qui me manque
Je sais pas. Je sais pas du tout. Je pense que enfin moi, si je fais ça, c'est pour me vider justement du surplus de stress et d'angoisse. Il faudrait juste un autre moyen de pouvoir extérioriser tout ça. Peut-être juste, je sais pas. C'est pas facile, hein. Non, mais c'est clair. On a tous des échappatoires un peu à notre sauce. On tombe tous dans des moyens un peu pervers, des fois, de se protéger. Je sais pas du tout. Et par rapport à tes relations amoureuses, est-ce que... j'ai l'impression que t'as jamais été seule, quasiment. C'est vrai, c'est juste. J'ai l'impression qu'il y en a toujours un qui... Enfin, toujours, il n'y en a pas non plus 40 000, mais à chaque fois, c'est des relations sérieuses en plus. Oui. T'es pas du genre à... Je suis pas très frivole, non. Ouais, non, enfin, c'est que t'es tombé sur des mecs bien aussi, quand même. Plus ou moins. Je sais pas, peut-être. Non, mais avec qui t'as envie de rester et avec Oui. qui ça se passait bien, quoi. Qu'est-ce qui t'apporte? Ou qu'est-ce qu'ils t'ont apporté? Enfin, on peut parler que de Valentin si tu veux, mais... Non, mais c'est bien. En fait, c'est marrant parce que j'en parlais ce matin avec une meuf dans les vignes de nos manières d'être en couple. Moi, je crois que je suis très intense et que dans tout ce que je fais, j'y vais à fond. Je peux pas faire les choses à moitié. Et tu vois, genre dans mon boulot, j'ai été faire les vendanges une fois chez les Chardini et maintenant je suis chef d'équipe, quoi. Il y a pas de demi-mesure, quoi. Et du coup, dans mes relations, c'est un peu pareil. J'ai du mal, je tombe très facilement amoureuse, je crois. Et j'ai l'impression que parce que je suis très intense, je suis très passionnée, je suis très attentive, je suis à fond, et ben du coup, les mecs en face tombent aussi facilement amoureux de moi, peut-être. Ou pensent être amoureux de moi, des fois, c'est pas aussi bien passé. Ah non, attends, merde. Bref. Mais... C'est Neben qui aboie. Bon, tant pis. Du coup, en fait, peut-être que c'est déjà juste un moyen d'éponger un peu toute cette intensité. Parce que je me suis forcée, hein, j'ai essayé d'avoir des relations un peu plus ponctuelles, un peu moins sérieuses. Et en fait, ça me convient pas du tout. J'ai l'impression de me donner à 10 000%, alors que j'ai envie justement d'être dans la retenue. Donc je sais pas si ça m'apporte vraiment quelque chose, mais c'est ma manière d'être. Et du coup, je crois que c'est en adéquation avec comment je fonctionne. Et ça me va bien. Mais c'est vrai que j'ai jamais été vraiment toute seule. Ou quand c'est arrivé, je faisais un peu n'importe quoi, en fait. Avant d'être avec Valentin, je suis restée pendant quelques mois toute seule, du coup, après Baptiste. Et c'était un peu une phase d'euphorie où j'étais plus tellement maître de ce que je faisais. Je dépensais mon énergie n'importe comment et je sais pas, si j'avais pu me dédoubler, tu vois, je l'aurais fait. J'étais de partout et à la fois j'étais nulle part et je me lançais sur 10 milliards de projets et du coup je me mettais un petit peu en danger comme ça aussi. Je sais que ça m'a pas... Que quand je suis avec quelqu'un, ça me canalise, je crois. Je me focus un peu plus sur cette personne et je sais pas, ouais, ça calme un peu le jeu. Puis ça m'apporte certainement aussi l'attention dont j'ai besoin, du coup. Parce que dans les yeux de l'autre, je me trouve un peu mieux que ce que je pense de moi. Je sais pas. Et ta mère, t'as des relations... C'est quoi tes relations avec elle? Ma maman. Ma maman... En fait, j'étais sa confidente depuis que je suis toute petite. Je suis sa confidente. Elle avait pas beaucoup d'amis avant, quand elle était avec mon père. Elle n'avait pas le droit de voir beaucoup de monde. C'était une relation très violente. Et du coup, j'ai toujours été là comme soutien. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était moi la maman et elle l'ado. Enfin, on avait un peu inversé les rôles. Donc c'est très fusionnel comme relation. On se protège énormément l'une et l'autre. Il y a une espèce de codépendance affective. Bref.
J'ai l'impression... Enfin non, là maintenant ça va mieux. Mais pendant très longtemps, j'ai cru que si j'étais pas là, elle s'en sortirait jamais dans la vie, qu'elle avait besoin de mon soutien tout le temps. Et là maintenant, j'essaye de m'en affranchir. Ça fait quelques années. Et c'est un peu violent parce que ça veut dire que des fois je lui écris pas du tout, je l'appelle pas du tout pendant des mois. Et après quand on se retrouve, on est trop heureuse, on arrive à partager plein de choses. Mais dans l'ensemble, on est quand même vraiment dans la protection l'une de l'autre. Et du coup, j'ai du mal à lui parler de ce qui va pas. Et elle a aussi du mal, je crois, à me parler de ce qui va pas maintenant. On essaye de faire comme si tout allait bien. Pour pas se... Je sais pas faire du souci. Alors qu'en fait, il se trouve qu'elle a plus ou moins exactement les mêmes troubles que moi au niveau de la bouffe, au niveau des angoisses et tout. Ce serait bien qu'on en parle plus. Vous avez jamais parlé ensemble? Si, du coup, cet hiver. Ok. Quand j'étais en prépa, je voulais pas lui en parler du tout. Je voulais pas qu'elle s'inquiète, donc j'ai passé 2 ans sans qu'elle soit au courant de tout ça. Et là, cette année, j'ai réussi à en parler avec elle. Et ça a été hyper violent parce que moi, je savais qu'elle s'était fait vomir quelques fois quand elle était jeune, pour inquiéter ses parents qui se séparaient, pour montrer qu'elle allait pas bien, tout ça. En fait, ce que j'ai appris cet hiver, et je crois qu'elle refuserait pas que je t'en parle, ou bref, que j'en parle de manière générale, en fait, c'est que ma maman, elle a été victime d'inceste de ses 3-4 ans jusqu'à ses premières règles. Donc en fait, il y a un moment, elle s'est mise à vomir, mais pas pour se faire vomir, en fait, juste parce qu'elle se supportait pas, et qu'elle avait l'impression qu'elle était responsable de ça, et que c'était son corps qui réagissait en fonction, enfin bref. Ça, elle a chopé de l'eczéma de partout aussi. Moi, j'ai pas mal d'eczéma aussi. Bref. Et voilà, et du coup, on a parlé de ça, en fait, cet hiver. Je tenais un cahier où j'écrivais tous les jours ce que je mangeais, ce que je vomissais, comment je me sentais, pourquoi j'avais l'impression que ça arrivait. Et je lui ai lu ce cahier, et on s'est mis à pleurer toutes les deux jusqu'à 1h du matin en parlant de... Ah oui, moi je me retrouve dans ça, je faisais ça pour que ça aille mieux, je sais pas, elle m'a dit des trucs qui pour moi ne marchent pas, mais ça me faisait plaisir qu'elle me donne ces petits trucs et astuces. Comment mieux gérer les acidités du vomi, enfin j'en sais rien, des trucs. Bref. Et puis je sais pas, c'était plein de pièces de puzzle qui venaient... je sais pas, qui venaient compléter un truc, quoi, qui venaient m'aider à rassembler quelque chose à l'intérieur. Donc on a réussi à en parler, et c'était bien. Mais du coup, après, pendant un temps, on n'a fait que parler de ça. Moi, j'ai besoin qu'il y ait des pauses aussi. Sinon j'ai l'impression que c'est ce qui me définit, et j'ai pas envie que ce soit... qu'elle me voie comme ça, en fait. Voilà. Ok. Putain, c'est ouf. Et du coup, tu penses que t'as, en gros, chopé ces angoisses par procuration? Ouais, je sais pas trop comment ça se passe, mais j'ai appris du coup en parlant avec elle que c'est quand elle était enceinte de moi qu'elle a décidé d'arrêter de vomir. Genre à ses 31 ans en fait, elle a arrêté de vomir. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'est transmis comme ça aussi, tu vois, dans l'inconscient, quand j'étais encore un petit bébé dans son ventre. Et puis le fait qu'elle en a jamais vraiment parlé de tout ça, mais je savais qu'elle s'était fait violer par son grand-père, mais je l'ai su quand j'avais 11 ans. Elle m'en a pas parlé plus que ça, je le savais. Elle m'en avait parlé pour me mettre en garde sur le fait que mon corps c'est mon corps et personne n'y touche, à moins que moi je veuille à moins que ce soit consenti. Et bref, et du coup c'était un peu là, c'était sous-jacent, et je savais qu'elle avait vomi, je savais que tout ça. Donc je sais pas, je pense que d'une certaine manière ça s'est transmis comme ça, parce que je sais pas comment on éponge les choses quand on est petit, quoi, mais c'était là. Et puis ouais, enfin, le fait de savoir qu'elle se faisait vomir encore qu'elle se faisait vomir, qu'elle vomissait quand
quand elle était enceinte de moi, ça m'a pas mal perturbée, quoi. Je me dis, waouh. C'est dingue que je me sois dirigée inconsciemment vers cette alternative au stress. Mais c'est ton corps, en fait, c'est même pas toi. Ouais, c'est ça. Parce que tu te fasses vomir ou que tu vomisses, finalement, c'est un peu le mécanisme, je pense. Ouais. Enfin, non, j'en sais rien, mais c'est pas un truc conscient ou... Ouais. C'est une réponse de ton corps, quoi. Oui. Mais du coup, j'ai une question. T'as le droit de veto, ça peut être un peu... Ok, waouh. Est-ce que toi, du coup, t'as déjà vécu des choses comme ça? Est-ce que t'as vécu des violences du même type? Non, moi, ça va. J'ai de la chance. J'ai pas subi de viol, j'ai pas subi d'attouchement. Mais du coup, je pense que je me suis... Du coup, quand ma mère a commencé à m'en parler quand j'avais 11 ans, là, juste qu'elle a fait de la prévention, quoi, que j'avais cette info, je pense que j'étais un peu jeune pour le digérer. Et je me suis complètement approprié son histoire. Et en fait, même aujourd'hui encore, j'ai des problèmes avec la masturbation, par exemple. On peut dire des choses crues, on a le droit. Ah bah oui. Prendre une bite dans ma bouche, ça ne me dérange pas. Prendre une bite avec mes mains, ça me fait bizarre. Je vois ma mère qui est obligée de le faire, en fait. Enfin, ça m'a conditionnée sur... Parce qu'elle t'a raconté les détails? Bah, du coup, par la suite, ouais, elle m'a... Enfin, par la suite... C'était des petits bouts par petits bouts. Elle m'a raconté les détails après, quand j'étais un peu plus grande. Quand elle a su que j'avais eu mes premiers rapports sexuels, je sais pas, elle s'est dit... Ouais, trop bien, c'est bon, on va pouvoir en parler vraiment. Alors que j'étais pas prête du tout. Et notamment, en fait, mes premières fois, c'était catastrophique, quoi. T'avais quel âge? J'avais à peine 14 ans. Ouais. Et j'étais un peu... Genre, il fallait le faire. Parce que toutes mes copines l'avaient fait, évidemment, à 14 ans. Genre, bien sûr. Ouais, bien sûr. Sachant que la moyenne, je crois, c'est 17 ou 16 oui, ou 17 mais ans. c'est ça. Non, puis même quand on en parle avec des copains ou quoi, j'ai l'impression d'être la plus jeune à chaque fois. C'est bizarre. Enfin, Ouais. je sais pas. En fait, je crois que ça m'a donné un peu cette impression que mon corps, c'était juste un objet de désir. Et que c'était pas grave, qu'il fallait que ce soit comme ça. Et du coup, il y a des mecs qui ont couché avec moi sans forcément que ça me fasse envie. Ou je sais pas, je cède facilement, je crois. Et c'est pas du consentement, du coup. Bref, c'est pas... Il y a une fine ligne entre... Et bref, donc ça, déjà, ça m'a un peu conditionnée à me dire que j'étais juste un corps, quoi, qui pouvait satisfaire, donner du plaisir, et que bon, c'est ce qu'il fallait faire. Et au niveau des pratiques sexuelles, en fait, aussi, du coup, il y a des choses, comme elle m'a raconté exactement ce que son grand-père lui faisait faire, et c'est des choses, j'ai les images dans ma tête, alors que je les ai jamais vues. Elle m'a parlé des violences sexuelles que mon père lui faisait subir aussi, et c'est pareil, je les ai dans la tête, et ça sort pas. Et alors que c'est pas moi qui ai vécu ça, c'est elle, mais justement parce qu'on est tellement fusionnels, tellement proches, ça prend toute la place. Et voilà. Et du coup, j'ai encore une question. Le fait que toi, tu veuilles pas d'enfant, c'est lié à ça? Ou pas du tout? Je pense pas, parce qu'au contraire, pendant très longtemps, je voulais avoir des enfants justement pour faire les choses différemment. Même si ma mère a fait les choses comme elle a pu et le mieux possible, et elle est top. Enfin, on peut parler de tout avec elle, c'est peut-être juste moi qui mets des limites, mais bref. J'aurais fait peut-être les choses différemment, mais non, je pense pas que ce soit lié à ça. J'ai d'autres problématiques intérieures qui jouent, et puis juste en fait sur la question de... Enfin, il y a sûrement dans mon inconscient, peut-être que ça a des résonances quand même, mais j'ai juste pas du tout envie d'avoir un enfant, quoi. Je sais pas, j'ai pas envie qu'il y ait un truc qui pousse dans mon ventre. Non, je pense que c'est lié à plein d'autres choses aussi, mais en tout cas, j'ai conscience de tout ça, et j'essaye au moment de prendre ma décision de me faire ligaturer les trompes, j'ai vraiment essayé de le mettre en perspective, et
Genre, c'est pas une décision que tu prends pour les mauvaises raisons. Je trouvais que ça, c'était des mauvaises raisons, du coup, parce que c'est pas moi, en fait. Je peux choisir de m'en détacher, et... Bref, enfin, c'est pas les bonnes raisons, je trouve. Et elle a réagi comment, ta mère? Que je veuille pas avoir d'enfant, très mal. Ouais. On en a beaucoup parlé, du coup, du fait que il y avait cette histoire de malédiction familiale, en fait, où ma grand-mère, elle a subi beaucoup de violences aussi avec son mari. Elle est partie sans rien, il l'a jetée dehors. Ma mère, ensuite, elle a subi autant de violences par mon père. Et, elle s'est barrée avec rien du tout et ses enfants sous les bras. Et ma mère avait trop peur que je fasse pas d'enfants parce que j'avais pas envie que ça arrive, quoi. Bref. Donc elle arrêtait pas de me répéter, mais Maëlle, tu sais, vous êtes les plus belles choses qui me sont arrivées et tout. Oui, ben, ok, mais c'est pas pareil. Enfin, non, c'est... Bref, du coup, elle avait vraiment peur que je le fasse pour ces raisons-là. Elle a aussi je sais pas, ce cliché peut-être, cette idée que la maternité, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à une femme, la plus belle expérience. Et c'est certainement très épanouissant, très chouette, mais non merci, ça m'intéresse pas. Du coup, ça a été très dur en fait. Pendant longtemps, j'ai dû débattre avec elle, de lui expliquer pourquoi en fait. Alors que moi-même, j'ai pas forcément envie de me justifier. J'arrive pas. J'ai plein de raisons qui me viennent, mais il y en a pas une qui prédomine. C'est juste une impression générale renforcée par tout ça. Et c'était ouais. Mais ça va. Enfin, maintenant, elle accepte. On a pu en parler. C'était cool. Oui, parce que ça fait... Du coup, c'était l'hiver dernier. Ouais, je me suis fait opérer le 15 octobre 2020. Ah oui, il y a un an, ouais. Ouais. Ok. Tu te sens une nouvelle femme depuis? Ouais, complètement. Mais ouais, non, mais en plus un petit peu parce que il y a plus de problèmes d'hormones liés à la contraception du coup. Donc c'est bête, mais physiquement ça a un impact aussi. Enfin, je sens que ça a changé des trucs. J'ai un peu moins de boutons sur la face. J'ai moins des périodes de creux de libido. Enfin, c'est vraiment lié à moi, mon énergie, mon envie et pas là où j'en suis dans mon cycle ou quoi. Je sais pas, plein de petits trucs. T'as plus tes règles? J'ai encore mes règles. Quoi? Ouais. C'est l'arnaque. Oui. Mais non, mais moi, ça me va bien d'avoir encore mes règles. Parce que ton utérus, il se prépare quand même à accueillir l'ovule. Du coup, il y a quand même... Enfin, l'ovule n'arrive pas. Et il y a quand même des saignements après. Oui, parce que la ligature des trompes, c'est mécanique. Oui, c'est ça. Ouais, c'est une opération... Enfin, c'est une ablation des trompes. Okay. Donc, les ovules continuent à être créés, mais juste... Ils sont mangés par les cellules macrophages, qui sont les poubelles du corps. Voilà. Ok. Et oui, j'ai encore mes règles du coup. Mais ça me... Je sais pas. Il y a des gynécos qui m'avaient dit que je me sentirais inutile après, parce que j'aurais encore mes règles, mais que ce serait pas pour avoir des enfants, et que du coup je me sentirais inutile dans mon corps, ou je sais pas quoi, en tant que femme. Et pas du tout. Moi je suis trop contente d'avoir mes règles, parce que justement, ça me rattache à un cycle, à quelque chose de... Je sais pas, c'est des périodes où je peux me poser un peu plus quand j'ai mes règles, où je sais que je suis fatiguée, je suis pas bien, donc... Enfin, je sais pas, c'est cyclique, c'est bien, ça m'aide. Ok, ça donc fait t'as des quand même repères. des cycles. Tu disais que t'étais moins assujettie à ça, mais t'en as quand même. Oui. Okay. Ouais, complètement. Ok, d'accord, trop ouf. Et du coup, cet hiver, est-ce que tu vas faire quelque chose pour... Enfin, je sais pas. Est-ce que t'as peur de l'hiver qui arrive, là? Un peu. Ouais. Mais j'ai toujours peur de l'hiver. Mais là, cet hiver, ouais, un petit peu. Là, pour l'instant, je suis dans la bulle des vendanges, alors ça va. On est entre copains, c'est la colo. Ouais. Je pense pas trop à ce qu'il y a autour, ailleurs. Genre, j'ai pas regardé le journal depuis un moment. Je sais pas ce qui se passe dans le monde, j'en sais rien. Vous voulez pas savoir. Non, c'est clair. Donc l'hiver, c'est loin, quoi. C'est super loin. Ouais. Mais si, je sais qu'on va commencer à bosser en décembre avec Valentin dans les vignes, qu'on va apprendre à tailler, qu'on va bosser du coup jusqu'à fin mars à peu près.
chez nos patrons. Et puis, enfin, cette année, c'est ça, mon programme de l'hiver, bosser. Je sais que ça va avoir son lot de déprime parce qu'il fait froid, il pleut, il neige, tout ça. Faut que t'ailles en Corse, faut que t'ailles dans le sud. Ouais, mais je voulais trop faire ça avant. Enfin, quand je voulais encore être prof, je voulais demander à être affectée au dom-tom et tout. Ouais. Mais à la fois, je sais pas si c'est me faire violence ou pas, mais j'aimerais bien être capable. C'est quand même beau l'hiver. Je pense que le cycle, justement, toujours ce truc du cycle, en fait, le cycle des saisons, c'est hyper important. Et c'est juste que c'est une période de repos de la nature. Peut-être qu'il faudrait que j'en fasse autant, que j'accepte, je sais pas, que je parte un peu. L'an dernier, on est parti en vacances dans le Vercors avec Val pendant une semaine, en hiver, en janvier. Et c'était trop bien en fait, il y avait de la neige de partout autour de nous et c'était hyper reposant, hyper apaisant. Et là j'aimais l'hiver comme il se présentait à moi et c'était bien. Je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je refasse un truc comme ça. Mais là la différence c'est aussi qu'on aura la maison qu'on vient de louer. Et cet hiver ça va être l'occasion de préparer un peu le jardin pour qu'au printemps on puisse planter des trucs. Il va falloir tailler les pommiers. Enfin, il y aura des choses à faire, pas juste pour nos patrons, pour nous aussi, enfin pour moi. Et je sais pas, on a une maison, donc je peux aussi accueillir des copains. Tu viens quand tu veux. Je peux accueillir du monde et je sais pas, moi c'est trop quelque chose qui me porte, d'avoir des copains qui passent, de pouvoir accueillir, de pouvoir prendre soin des gens. Donc ouais, je vais essayer de faire ça, peut-être, pour que ça se passe bien cet hiver, d'être joyeusement entourée et de cultiver mon jardin. Titre. Attends, voilà. Trop facile. Non mais justement, enfin titre, mais en même temps aussi, enfin c'est un truc, c'est un point commun pas mal aux personnes qui ont des troubles alimentaires, c'est le fait de prendre soin des autres pour se décentrer de soi. Ah ouais. Et ok. enfin des personnes que je connais qui, notamment les jeunes, du coup les 2 jeunes dont je te parlais, et du coup la fille avec qui j'étais chef aussi a été anorexique plus jeune et donc elle me disait que c'était un trait commun assez classique de se sentir utile, d'être beaucoup dans le service à l'autre et le but c'est de, enfin facile à dire, mais de prendre soin de soi, quoi, de cultiver son jardin du coup. Ouais, oui. Je peux jamais dire ça sans penser. Quand tu planteras tes tomates. Ah putain. Ne parle pas de planter. Quand tu planteras les petites graines. Oh putain. Ah bah tout est titre dans Bien ces sûr. actions-là. Bah ouais, de ouf. Mais oui, mais je vois bien ce que tu veux dire parce que ouais, tu prends soin des autres, du coup tu prouves un peu ta valeur, tu prouves que, je sais pas, c'est une quête de reconnaissance un peu aussi. Je sais que je suis vachement là-dedans. J'ai besoin, je sais pas, genre mes patrons, tu vois, je les aime trop, entre autres parce que ils passent leur vie à me dire qu'ils sont contents de mon travail. Ça me remplit de gratitude pour eux, quoi, et du coup ça me donne confiance en moi aussi. Mais parce que du coup je m'acharne au travail et que plus ils vont me dire ça et plus je vais être ok, faut que je prouve que je suis à la hauteur et tout, et pour leur faire plaisir et parce que en fin de compte ça a une répercussion positive sur moi aussi. Enfin, du coup je vois cette espèce d'ambiguïté. Ok, du coup faut pas trop qu'on te le dise pour pas non plus que tu... Je sais pas. Je me sens importante, donc j'ai envie que ça reste, de pas décevoir la personne en face. Donc je me dis, je peux peut-être en faire un peu plus. Et puis, bon. C'est comme ça que ça peut être dangereux dans l'autre sens aussi, mais bon, ça va quand même. Je crois que j'arrive à me mettre des stops maintenant. Ouais, comme avec Muriel. Oui, par exemple. Non, mais c'est ça aussi bien aussi de... Enfin, c'est une bonne chose, je trouve, de s'accomplir par le fait d'être utile et de rendre des services. Enfin, je sais pas, enfin, d'être porté sur l'autre, c'est quand même plutôt cool, je trouve. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou pas que tu voudrais dire? Des choses que je voudrais dire.
Ah, c'est compliqué comme ça. Ah ouais? Oui. Je pense à ceux qui sont autour, justement. Tu disais que tu savais pas trop comment réagir par rapport aux deux nanas aux scouts qui souffraient de troubles du comportement alimentaire et que t'étais un peu là. T'es pas formée pour ça forcément, mais t'as certainement envie d'être présente et tout. Je crois que c'est un truc avec Valentin, ça a été un grand sujet de conversation où lui, il se sentait vraiment impuissant face à tout ça. D'autant qu'il était avec moi au quotidien et puis à chaque repas. Enfin, il y a des moments où il a essayé plein de trucs, quoi. M'aider à manger, m'empêcher de manger, surveiller, ou alors me laisser au contraire complètement libre choix. Enfin. Et du coup, ouais, il y a ce truc de l'impuissance, du sentiment d'impuissance, j'ai l'impression des personnes qui sont autour, qui sont au courant et qui peuvent rien faire, ou je sais pas, Genre en fait, on s'en rend compte que les gens ils font attention à nous quand même, je crois, quand les gens font des efforts. Et peut-être que le truc dans lequel il faudrait pas tomber, c'est... de toute façon, quoi qu'on fasse, ça marche pas, ça l'aide pas, donc on baisse les bras et on arrête d'être présent. Et enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est là où le bas blesse un peu, où ça peut venir enfoncer un couteau supplémentaire, quoi. En fait, genre, je suis tellement nulle que même quand on veut m'aider, j'arrive pas à... Je déçois les gens quand même, quoi. Les gens, ils veulent juste être gentils et j'arrive même pas à recevoir cette gentillesse, ce truc. Enfin, je sais pas, c'est un sentiment que j'ai beaucoup eu cet hiver. Et... Enfin, je dis ça veut rien dire, mais... mais voilà, quoi, que... Ce sentiment d'impuissance, il a beau être là, je crois qu'on se rend quand même compte que... que les gens savent faire autour, en général. Il y a pas de petits gestes, en fait. Tout fait tellement du bien. Ok. Quand ça va pas. Donc quand on est dans le rôle de l'autre côté, en gros quoi qu'on fasse, c'est toujours vaut mieux toujours essayer que rien faire. Je pense, ouais. Enfin, bon, c'est comme ça que moi je le vis. Je sais pas, après, peut-être des gens qui... Mais même si c'est un peu maladroit, même si c'est un peu boiteux, ou je sais pas, il y a toujours... Je sais pas, juste de se rendre compte... En fait, c'est ce besoin d'attention, de se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a fait attention à ça, qui s'en est rendu compte, qui est au courant, et qui est attentif, et ben putain, ça fait vraiment du bien, quoi. Enfin... Et du coup, c'est pour ça peut-être que maintenant j'ai plus de facilité à en parler autour de moi. Genre cet hiver, je sais pas, j'ai mis au courant des copains, pas mes patrons, mais des copains. Parce que je savais que s'ils me voyaient aller aux toilettes pour aller vomir, et ben quand je reviens, j'aurais droit à un câlin ou un truc un peu... ou juste un petit regard ou quelque chose. Et que ça me rappellerait que... ah ouais, je suis pas toute seule en fait. Genre les gens ils se rendent compte que je suis là et ils veulent que j'aille bien. Tout comme moi je veux que eux aillent bien, donc c'est porteur. C'est trop bien. Ok. Ça va ou pas? Oui. Ça te fait quoi de parler de tout ça? C'est rigolo. Enfin c'est rigolo. Bah, c'est cool parce que c'est des choses que je porte dans ma tête souvent. Enfin, quand je bosse dans les vignes, on est souvent un peu dans notre tête parce que des fois on parle pas entre vendangeurs ou même juste pendant les travaux d'été ou en hiver. Et du coup, des fois, ça tourne un peu en boucle. C'est des moments d'introspection. Et quand ça tourne en boucle dans ta tête, tu sais plus trop où t'en es, tu sais plus trop comment les choses sont fixées. Et là, d'en parler à haute voix, enfin vraiment du début à la fin, j'ai l'impression que ça pose les choses. En fait, ça a pas l'air si terrible, c'est cool. Enfin, genre, ça a l'air de prendre moins de place, comme ça, là, sur un moment où on en parle, que la place que ça prend dans ma tête quand j'y pense. Donc, c'est bien. C'est intéressant. Donc là, je me sens bien. Trop bien. Je sais pas si tu veux encore parler de trucs. Moi, j'ai trop de questions.
Moi, ça va. Ok. Il y a ce micro qui est cool, mais qui brûle un peu les mains quand même. Ah ouais. C'est bizarre. Mais ça va. Ouais. J'aime bien le micro, je trouve ça marrant. Je vais refaire une photo. Ah ouais, trop bien. C'est vrai qu'il est un peu lourd. Hein. Le micro? Il est un peu lourd. Ah. Oh. Ah, il y a Valentin. Il y a un Valentin qui arrive. Attends, je peux ouvrir? Oui, bien sûr. Ah mais attends, il va défaire le... Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Valentin. Bonsoir, désolé de vous déranger, mais je prends mes affaires pour la douche Tu vas te doucher? et je prends un magnum aussi. Ok. Je fais ça discrètement. Hein. Oui. Oui. De toute façon, on a fini là. C'est cool. J'étais en train de faire une photo. Il est 16h. La belle Maëlle. Ah, tu l'as dit. Merci Alice. Eh ben, merci Maëlle. Merci Alice. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps. Merci à toi. Je voulais pas couper la discussion. Hein. Bon, c'était fini. En fait. C'était fini. Ok. T'es arrivé juste au bon moment. Ouais, ok. Est-ce Valentin. que tu veux ajouter un mot de la fin? Un mot de la fin. Ouais. Banzai. Ok. Et voilà. Je sais pas. Non, mais c'est bien. C'est cool comme mot de la fin. Ouais, ok. Bah, merci en tout cas. Merci Alice. Je peux Très mettre sincèrement. stop. On peut mettre stop. Appuie-toi. Attention. C'est lui, le carré. 1, 2,